Bonjour et bienvenue sur Les Fonceuses, je suis ravie de vous retrouver. Merci pour cet accueil chaleureux que vous avez fait au podcast, franchement ça m'a énormément touchée et ça a amoindri mes peurs, je vais dire ça comme ça parce que je me restreignais beaucoup. Je me disais, est-ce que j'y vais pas, comment les gens vont prendre le sujet, surtout qu'est-ce que ma voix va donner, est-ce que ça va donner envie aux gens de continuer à écouter ou de zapper. Et puis, j'ai eu des retours. Merci en tout cas pour ces retours. Et c'est parti pour le numéro 2. Et en numéro 2, franchement, on va recevoir une dame qui est magnifique. Peu importe le risque que c'est, elle n'hésite pas à aller dans une autre entreprise. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Moi, personnellement, j'aime être dans une entreprise, mais je ne me vois pas en train de faire 25 ans, 30 ans dans une entreprise. Je me dis qu'à un certain moment, on a couvert tous les niveaux. Après, je parle sous couvert de ma jeunesse professionnelle. Donc, pour celles qui sont un peu plus âgées professionnellement en termes d'expérience et de carrière, vous me contredirez, j'espère. Voilà, il faut qu'à un moment où je bouge, il faut que j'aille voir un autre écosystème, une autre façon de faire mon travail, etc. Et c'est pour ça que j'ai décidé en fait d'avoir comme invitée cette gentille dame qui a bien voulu partager avec moi sa notion du challenge, sa notion du mouvement perpétuel. On dit, et ça encore c'est un des préjugés, que les femmes aiment bien rester dans leur coin ou rester tranquille, ne pas trop bouger parce qu'il y a un certain confort, parce qu'avec les enfants, etc. Mais notre future invitée a des enfants, a une vie de foyer, même si ça ne détermine pas tout. Mais en 13 ans, elle a fait plusieurs postes et pas des moindres. Et c'est ça qui m'a interpellée, c'est qu'un jour, elle a fait un poste en résumant sa carrière et en 13 ans, elle avait tellement bougé que je me suis dit, il faut qu'elle m'explique, il faut qu'elle nous dise comment elle fait, comment elle trouve les offres. Après, c'est des opportunités, mais comment elle se met dans la tête, ok, je vais y aller, peu importe le risque que c'est, comment elle manage ça, parce qu'aussi, en arrivant dans une nouvelle direction, un nouveau poste, il y a aussi de l'appréhension. Comment elle gère tout ça et comment elle continue à bien se sentir, comment elle continue à évoluer. Je vous laisse l'écouter. Cette dame, elle s'appelle Marie-Michel Yao Yao. Elle est directrice communication et marketing à la Sodexam, qui est une entreprise ivoirienne. Et c'est une douceur humaine, je pense que vous l'entendrez par sa voix. C'est une âme très effacée, pourtant tellement de performance quand on écoute son parcours que c'est motivant, c'est revigorant pour ces dames qui aiment leur travail mais qui n'ont pas envie d'être sous les feux des projecteurs. Parfois, on a besoin d'un référentiel qui nous dise on peut être calme, timide, avoir ce trait de personnalité-là ou cette façon d'être et puis continuer à bousculer les choses professionnellement. Alors, je vous laisse écouter cet épisode et encore une fois, je vous dis un grand merci. N'hésitez pas à partager, à laisser des commentaires, à laisser des remarques. Allez, bonne écoute. Bonsoir Marie-Michel, comment tu vas? Bonsoir Fleur, je vais très bien, merci et toi? Ça va bien, c'est vraiment un plaisir pour moi de t'avoir comme invité pour échanger avec toi. Et je te dis merci de vouloir te prêter à l'exercice de ce Oui, podcast-là. merci, Alors, merci. Le plaisir est partagé, donc je suis entièrement à ta disposition. alors, est-ce que tu peux te présenter, je veux dire, aux personnes qui t'écoutent, ton parcours d'études, ton parcours professionnel, ta vie de famille, si c'est possible, mais en tout cas nous dire qui tu es. D'accord. Alors, je suis Marie-Michel Yao Yao, comme tu l'as dit. Je suis diplômée en communication en Côte d'Ivoire. Oui, j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire. Je suis actuellement directrice commerciale du marketing et de la communication à la Sodexam, qui est la société de développement des aéronautiques, aéroportuaires et de la météo. Donc, c'est une structure étatique qui s'occupe, comme je l'ai dit, du développement des activités aéronautiques, donc à travers la gestion des aéroports et de toutes les activités météorologiques. Donc, c'est l'autorité nationale en matière de météo pour la Côte d'Ivoire. Donc, avant ça, je suis passée par beaucoup d'entreprises quand même pour les quelques 13 années d'expérience professionnelle dont je parlais dernièrement. Donc, avant la Sodexam, j'ai été manager chargé de la communication institutionnelle pour MTN, donc dans les télécoms. Avant ça, chef de service communication à la Caisse nationale d'assurance maladie, donc qui est en charge de la mise en œuvre et de la couverture maladie universelle. Et avant ça, j'ai eu l'honneur d'être conseiller technique du ministre de la Communication, également en charge du porte-parole, c'est-à-dire simplement la personne qui était chargée de rédiger les interventions du ministre qui avait aussi la casquette de porte-parole adjoint du gouvernement. Et avant ça, j'ai été aussi chargée d'études au Trésor public de Côte d'Ivoire
au niveau de la direction de la communication et des relations publiques. Et puis, avant ça encore, j'ai été assistante administrative au cabinet du Premier ministre. Voilà. Donc, globalement, c'est ça. En termes de vie de famille, ben, je suis mariée. Je suis une maman de 3 enfants, dont le premier a 20 ans. C'est une fille. Elle a 20 ans. La seconde, 15. Et le troisième, on m'a dit de ne pas dire le dernier pour l'instant, c'est pas. Le troisième qui a 5 ans cette année. Waouh, ça fait un parcours. Je vais dire, là, je m'incline devant le parcours, autant par la qualité que par la longueur. Et Oui, mais bon, en franchement, plus, c'est pas fini. J'espère que tu me souhaites qu'il ne s'arrête pas là. maintenant, il n'a pas intérêt à s'arrêter là parce qu'il faut que nous aussi, on suive, en fait. Donc, pour qu'on soit inspiré, il faut qu'il soit le plus long possible. D'accord, ok. Donc, j'ai vu que tu avais mis ce parcours-là en ligne sur LinkedIn et c'est l'une des raisons qui m'a vraiment poussée à te demander d'intervenir. C'était autant la richesse du parcours que sa variété. Et je me suis dit, quand je l'ai vu, déjà, Oui. c'est quoi la sensation le premier jour qu'on commence en tant que directrice? Parce qu'il faut qu'on se l'avoue, c'est un grand mot, Madame la directrice. Donc, comment on se sent quand on arrive et qu'on se fait appeler Madame la directrice? Alors, c'est forcément intimidant. J'avoue que c'était très intimidant parce que, en plus, la Sodexam, quand on est arrivé, le directeur général m'a fait appel donc de mon poste de MTN. Le challenge était déjà là. C'est-à-dire que dès qu'il a pris fonction, il s'est rendu compte que c'était une entreprise qui avait beaucoup de potentiel, mais qui avait beaucoup de faiblesses en matière de communication et qui avait aussi beaucoup de besoins en matière commerciale. Donc, déjà très intimidé par cette lourde responsabilité, encore plus par le domaine d'activité parce que, je veux dire, la Sodexam est par exemple une entreprise qui est sur le boulevard de l'aéroport, mais je me souviens de passer là plus de 15 fois sans jamais la voir. Donc, venir comme ça à ce niveau de responsabilité dans une entreprise qu'on ne connaît pas, que j'ai appris à découvrir sur Internet, c'était déjà costaud. Donc, le challenge, il était déjà là. Il était clair, faire connaître la météo. Bon, de mon salon, j'étais la première à dire que les données météo et les prévisions n'étaient pas exactes, les météorologues, qu'est-ce qu'ils faisaient en fait? Est-ce qu'ils travaillaient véritablement? Donc, vous imaginez arriver dans une entreprise comme ça avec autant d'appréhension et te voir aussi confier la responsabilité de faire bouger les choses, je dirais ça comme ça. Forcément, c'est intimidant. C'est intimidant. Et puis, bon, j'avais aussi beaucoup d'appréhension parce que c'est une société d'État. Est-ce que ils ont vraiment l'esprit fonction publique? Est-ce que, bon, les gens, ils ont vraiment le rythme de travail que nous, on a eu? Parce que pour tous les parcours que j'ai faits, c'est vrai que c'était des structures d'État, mais on n'a jamais eu ce véritable rythme de la fonction publique qui est de finir à 16 heures, de se tourner les pouces au bureau. J'ai jamais fait ça, en fait. Donc, c'était aussi une grosse inquiétude pour moi. Maintenant, pour éviter que ça me pèse trop d'être directeur, bon, je préfère qu'on m'appelle pas Madame la directrice, quoi. Voilà. Mais tu dis qu'on t'a fait appel pour ce poste, donc pourquoi tu décides d'y aller en fait? Pourquoi tu décides de... Quel est l'élément déclencheur qui fait que Oui. tu te dis oui, je peux supporter un tel poids, une telle position? D'accord. Pour la plupart des choix que j'ai faits, je peux dire que c'était d'abord la confiance. La confiance en la personne qui te fait appel, la confiance en la personne qui te rassure, qui te dit oui, je sais que tu peux y arriver, donc viens à mes côtés. C'était déjà ça. Ensuite, bon, MTN, c'était très bien. J'avoue que c'était très bien parce que ça m'a beaucoup appris en termes de procédure, de discipline, de challenge. D'accord. Et malheureusement, quand on est assoiffé de challenge, on arrive bien souvent trop vite à les relever et on a soif d'autre chose en fait. C'est-à-dire que tu arrives dans un environnement où tu es, bon, je dirais pas lasse vite, mais bon, on a tout de suite envie de quelque chose de nouveau, quoi. Parce que tu arrives, les 6 premiers mois, tu as des craintes, est-ce que je vais y arriver? Et puis bon, quand finalement tu arrives à faire ce que tu craignais, une fois, deux fois, trois fois, et que la même chose revient après, tu vois, ça glisse, comme on dit. Donc, tu te dis, bon, j'ai réussi à faire deux choses, pourquoi je ne ferais pas autre chose? Et au fur et à mesure, tu pousses tes limites, tu essaies d'aller au-delà de tes limites. Donc, quand il y a une autre opportunité qui vient, tu peux sauter. Bon, je disais à quelqu'un la dernière fois que je ne sais pas si c'est un trait de caractère qui est positif ou pas, mais j'ai la chance de savoir lâcher prise. Donc, il suffit que je me conditionne pour passer à autre chose, que la transition n'est pas difficile en fait. Donc, j'arrive à fermer les chapitres rapidement, surtout quand je suis satisfaite, quand je me rends compte que bon, je m'étais fixé tel ou tel objectif et j'ai pu les relever, alors je peux passer à autre chose. Donc, rapidement, ça vient. J'ai cette force-là de pouvoir rapidement passer à autre chose. Donc, je pense que ça m'aide aussi pour passer d'une étape à une autre. J'ignore ton âge. Personnellement, je ne vais pas commettre les J'ai 37 ans. 37 ans. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète. J'ai 37 ans. J'ai eu 37 ans le 20 août.
D'accord. Mais à 37 ans, honnêtement, tu te rêvais à ce niveau, à un tel âge? Parce qu'on a tous eu des rêves, je veux dire, on a tous voulu être, je sais pas moi, pilote, médecin, tous plus petits. Et après, les études nous ont fait voir autre chose, nous fait découvrir d'autres parcours. Mais toi, est-ce que tu te disais qu'à un tel âge, tu serais à ce niveau? Alors, si on reste dans la logique des rêves, alors je me rêvais même plus jeune, responsable de la communication, j'avoue. Mais ouais, les choses ne sont pas toujours passées comme je les voulais. Et c'est pour ça que je dis qu'au final, j'ai eu cette force-là de pouvoir passer à autre chose. Je te raconte juste une anecdote. En 2007, ouais, j'avais 24 ans à peine et je voulais présenter le concours de l'ENA. Donc, je venais de finir ma dernière année de communication Oui. en cycle supérieur. Ah. Donc, ouais, un bon matin, je me suis levé, je suis allé prendre des informations et puis je me suis inscrit pour les cours de préparation. Et Ok. pendant ce temps, puisque j'avais pas encore soutenu mon diplôme de dernière année, donc je partais en cours le soir et le matin, je faisais mon mémoire en fait. Donc, je voulais que mon école me fasse soutenir rapidement pour pouvoir présenter le concours. Et même quand j'avais fini mon mémoire et tout, que j'ai tout déposé pour faire la soutenance, il y a un prof à l'école qui m'a dit non, ça commence pas comme ça et tu aurais dû venir d'abord nous présenter le thème, qu'on en discute, qu'on te fasse un plan, etc. Je dis ok, d'accord, mais moi j'ai besoin de te soutenir pour avoir mon diplôme parce que je veux présenter le concours de l'ENA. Ils m'ont dit non, ça marche pas comme ça, tu suis les règles. Alors que j'avais sous les bras 5 exemplaires de mon diplôme, de mon mémoire parce que j'étais prête. Et devant ces refus, ces difficultés, alors j'étais dans le bureau, je me souviens de la scolarité, je me suis mise à pleurer, mais c'est pas possible. Moi, j'ai pas besoin d'avoir une grosse note, je veux juste avoir mon diplôme. Mais personne n'a voulu m'écouter en fait. Donc, j'ai rangé les mémoires, je les ai confiés aux gens de la scolarité. Je leur ai dit, bon, écoutez, je pense que c'est pas pour moi, je vais pas forcer. Je pense qu'il y a un message dedans, donc je laisse tomber, quoi. Parce que l'autre option, c'était que si je présentais pas le concours en cycle supérieur, j'aurais pu le présenter en cycle moyen supérieur. Et c'était pas ce que je voulais. Oui. Donc, j'ai tout laissé tomber. J'ai laissé même les exemplaires du mémoire à l'école. Je pense qu'ils y sont encore. Et puis, ben, je suis passé à autre chose. J'ai pleuré 2, 3 semaines. Et puis, bon, je me suis dit, bon, peut-être que Dieu m'a réservé autre chose et j'ai laissé tomber. Et effectivement, quelques temps après, j'ai eu mon stage à Bénéfique. Oui. Donc, j'ai tourné la page du mémoire. Je dis, bon, je le ferai après. Oui. Et puis, pendant que j'étais en stage à Bénéfique, on m'a appelé un jour de l'école pour me dire, écoute, il y a un monsieur qui recherche une assistante. Il a dit qu'il voulait des étudiants de dernière année en communication ou en marketing. Donc, si ça t'intéresse, viens, tu postules, quoi. Donc, je suis venu me présenter à l'entretien qui était très, très vague parce que, bon, le monsieur, il était surbooké. Donc, on a fait vraiment un entretien à la va-vite, là, qui s'est déroulé, je pense, en mai ou en juin. Et puis, bon, on s'est séparés. Moi, j'ai tourné la page. Bon, je me suis dit, on m'a pas retenu et tout. Et voilà qu'un matin de septembre, peut-être vers le 15 ou le 20 septembre, on m'appelle pour me dire, écoutez, on vous appelle du cabinet du Premier ministre. Je lui dis, du cabinet du Premier ministre, moi, je connais personne là-bas. C'est quoi la blague? Et le monsieur me dit, non, que je vous appelle de la part de telle personne parce que vous avez été retenu à un entretien. Je dis, un entretien? Il me dit, oui, c'est vrai que vous l'avez fait depuis longtemps et tout, mais c'est bon, là, vous pouvez passer. Je dis, ok, d'accord. Donc, je viens pour le rencontrer. Donc, je suis venu, j'ai attendu parce il avait plein de rendez-vous et tout. Et quand il m'a reçu, tout de suite, dès que je suis rentré dans le bureau, il m'a dit, ah, vous pensiez que je vous avais oublié? Je dis, oui. Il dit, non, 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 il me fallait un peu de temps pour m'organiser et tout, mais sinon, là, c'est bon. Vous êtes disponible pour commencer à travailler? On était vendredi. Je lui ai dit, oui, même lundi, c'est fait, j'ai tout de suite oublié que j'étais en stage. Voilà, j'ai même pas demandé c'était pourquoi. J'ai dit non, non, je suis disponible. Il m'a dit bon, attendez, on va attendre. Le premier, ça vous convient? Je dis ouais, le premier, c'est un lundi et ça me laisse du temps pour me préparer et tout. Donc, le 1er octobre, je viens. Donc, c'est comme ça que tout est parti. Donc, c'est pour te dire que c'était pas forcément ce que je voulais parce que je me serais vu en janvier 2008 en train de faire ma formation à l'ENA et puis je me retrouve en octobre 2007 au cabinet du Premier ministre comme assistante. Donc, tu vois que il y a ce qu'on veut, il y a ce qu'on souhaite et puis après, il y a le chemin de la vie, quoi. Voilà, et bon, moi, je fais souvent confiance au destin, si on peut dire ça comme ça, et puis voilà, quoi. Mais de toutes ces expériences déjà, est-ce que tu as déjà eu des moments, je veux dire, de gaffe monumentale? Je veux dire, des moments où, franchement, tu sais que tu as foutu la pagaille dans le travail et comment tu as fait pour retomber sur tes pattes, on va dire? Foutu la pagaille, je dirais pas ça comme ça. Bon, c'est vrai, je pense qu'on se trompe, hein, mais pagaille, je cherche une gare monumentale. Bon, certainement que dans les débuts, bon, j'ai dû, je sais pas, je cherche.
peut-être aller faire des commissions à des personnes qu'il ne fallait pas, ou bien dire des choses devant des gens qu'il ne fallait pas, peut-être. Ouais, dans les débuts, je pense que dans l'euphorie aussi, parce que après, j'ai compris que, par exemple, de ma position auprès de mon patron à la primature, Oui. bon, c'est quelqu'un qui m'a expliqué après que c'était une place qui était pour les autres Stratégique. très privilégiée. Ok, d'accord. Donc, je recevais beaucoup de sourires, voilà, très stratégique. Je recevais beaucoup de sourires, mais c'est après que j'ai compris que c'était très intéressé parce que les gens étaient plus intéressés à m'avoir dans leur relation pour pouvoir me poser des questions, par exemple, sur mon patron, sur le boulot et tout. Quand j'ai compris ça, bon, après, je suis quand même resté dans mon coin, quoi. D'accord. Voilà. Mais en termes de gaffe, j'avoue que je ne me souviens pas. Non, non. J'essaie toujours, bon, parce que quand tu dis gaffe, je sais que c'est pas évident que ton travail soit bien apprécié. Ça, par exemple, au ministère, je sais qu'il y a eu un incident, mais c'était plus parce que je n'étais pas dans la même ligne que l'un de mes patrons. Ça, D'accord. je sais que ça n'a pas été apprécié et je suis resté droit dans mes bottes. Et puis, bon, après, quand j'en avais marre, j'étais émotionné et puis je suis parti. Voilà. Je te pose cette question Mhm. parce que généralement dans la vie au travail, il y a tellement de facettes. La plupart du temps, en tout cas, voire pour les femmes, tu as des choses qui vont déterminer soit leur façon de se comporter et il y Mhm. en a qui s'en remettent pas en fait jusqu'à aller au point de la démission. Mhm. Donc ce genre de retour, ce genre de questions, Mhm. ça peut faire passer le message qu'il n'y a pas Ouais. d'homme, on peut tous faire des erreurs, on en fait tous. Sûr. Ouais. Non, je suis entièrement d'accord, mais le secret aussi, Oui. c'est de chercher des partenaires plutôt que de chercher des concurrents. Tu vois, quand on est une femme, qu'on est jeune, dès que tu arrives dans un environnement, les gens se font toujours une idée. Oui. Voilà. Comme je te dis, moi, la plupart des choix que j'ai faits ont été déterminants par la personne qui m'appelle, qui me dit, j'ai confiance en toi, tu peux y arriver. Oui. Donc, par exemple, quand je suis arrivée au Trésor, bon, j'étais jeune, j'étais fougueuse, voilà, j'avais envie de faire de la com. Et je sais qu'il y a des gens qui se disaient que, bon, j'avais été pistonné par le patron parce que peut-être je n'avais pas le niveau. Donc, je me souviens qu'un jour, on parlait d'une réunion qui était suivie d'un déjeuner et que les autres n'arrêtaient pas de me dire non, il faut que tu sois au déjeuner. Je dis mais excusez-moi, aller au déjeuner, c'est pas un challenge pour moi en fait. Oui, oui, mais bon, comme c'est le DG qui t'a appelé, il faut que tu ailles faire la belle au déjeuner. J'ai dit non, je suis désolé. Non, 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 c'est pour déjeuner dans un restaurant que je ne citerai pas. Je peux me payer le repas, quoi. Voilà, je suis pas venu pour ça. On a une réunion, on va finir la réunion. Si dans le cours de la réunion ou à la suite de la réunion, on est invité à participer au repas, j'irai, mais c'est pas ma mission principale en fait. Voilà, il y a des tâches à faire sur la communication, c'est ça qui importe, c'est pas le reste. Voilà, donc dès le début, ça a été vite clarifié pour leur faire comprendre que oui, même si c'est le DG qui m'a fait appel, il m'a fait appel parce que je suis compétente, parce que je sais bosser et c'est pas autre chose quoi. Donc arrêtez de vous faire des raccourcis pour raconter des choses qui sont pas vraies. Voilà, et ça, effectivement, tu n'as pas suffisamment de caractère ou que tu veux t'excuser parce que tu es là, forcément, ce genre de remarques te mettent tellement mal à l'aise que tu finis à te dire, bon, je reste dans mon coin parce que les gens pensent que je suis la petite, comme on dit, du patron, quoi. Non, moi, ça, c'est pas mon truc. Parce que tu viens avec des objectifs, avec des challenges, on t'a confié une mission, tu la relèves et puis c'est tout. Voilà, le reste, franchement, et puis, bon, mon patron, le DG du Trésor, disait chaque fois, même si tu fais une gaffe, quand on te cafouille aujourd'hui, on va pas te cafouiller demain. Si on te frappe aujourd'hui, on va pas te frapper demain. Donc, tu assumes ta responsabilité, tu assumes, si tu as fait une gaffe, tu l'assumes, et puis, mais demain, tu passes à autre chose. Donc, tu te relèves et puis tu continues. Donc, ça, c'est ce genre de conseils qui m'ont accompagné, qui m'ont forgé, qui font que, après, tu passes à autre chose, quoi. Aujourd'hui, c'est pas bien. Tu as la force de t'excuser, de reconnaître tes erreurs. Bon, en général, après, quand tu es un chef d'équipe, tu assumes pour tes collaborateurs, et puis après, tu gères avec tes collaborateurs. Oui. Mais l'objectif, c'est pas d'avoir honte. Je pense que la dernière fois, tu as fait un post, j'ai répondu à ça. Oui. Il faut pas avoir honte. Voilà. Pour des gens, être une femme, c'est une tare parce que bon, ils ont une épouse à la maison qui a leurs petits soins. Mais ça, c'est à la maison. Ici, malheureusement, on est au boulot. Et le boulot, c'est ce que j'ai aimé dans l'administration publique, dans l'administration même en général. C'est une structure qui est froide, qui est asexuée, qui n'a aucune émotion. Voilà. Qui n'a aucune émotion. On est là, on travaille, on finit, on rentre à la maison. Voilà, donc on ne va pas rester pour dire non, comme c'est la plus jeune, non, comme c'est une femme, mais comme c'est un homme et tout. Bon, franchement, c'est pas trop mon fonctionnement, quoi. C'est pas trop mon mindset. Dans le parcours qui est le tien, est-ce que tu as eu des femmes Mm-hmm. qui ont eu un rôle, je vais dire, motivateur ou de coaching ou d'accompagnement? Parce que généralement, on dit toujours que les femmes sont des louves pour les femmes, peu importe l'endroit. Mais toi, est-ce que tu en as eu qui t'ont accompagné, en tout cas qui t'ont aidé? Oui, oui, beaucoup.
beaucoup, beaucoup. Parce que c'est justement à travers le regard de cette femme que j'ai décelé certaines de mes qualités. Parce que, par exemple, prendre la parole en public, quand je suis rentrée au trésor, je ne pouvais pas. Mais il y a une dame qui me disait chaque fois, mais il y a des cérémonies, pourquoi tu ne prends pas la parole? Pourquoi tu ne fais pas le maître des cérémonies? Je disais, non, mais je n'ai pas le talent pour ça. Elle me dit, si, je sais que tu as le talent pour ça. Et la première fois, elle avait une réunion importante. Elle m'a appelée, mais pendant une semaine, il faut que tu sois la maîtresse de cérémonie. Je veux que ce soit toi. Si ce n'est pas toi, je ne ferai pas la cérémonie. Mais elle m'a mis une pression telle que finalement, j'ai accepté. Et après, tout le monde me disait, oui, mais tu devrais le faire plus souvent et tout. Je dis, bon, c'est vous qui le dites, mais je ne m'en sentais pas capable, en fait. Tu vois? Oui. Ça a été vraiment déclencheur. J'en ai eu plein, aussi bien au niveau de prestataires que de collègues. Souvent, pas des collègues directs. Souvent aussi, c'est quand je quitte une position qu'il y a des gens qui me disent, en fait, quand tu étais là, on ne se rendait pas compte, on ne comprenait pas forcément ce que tu voulais, mais maintenant que tu es parti, on sent le vide et on sait pourquoi tu nous demandais ces choses-là. Pourquoi tu étais aussi exigeante, par exemple. Oui. Tu vois? Mais j'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont encouragée. Si je vais les citer, je pense que c'est. Mais oui, j'en ai eu. Et je pense que même quand le ministre m'a appelée, c'était une femme. J'ai pas tout de suite compris pourquoi elle me faisait autant confiance, en fait. Elle m'avait vu travailler en tant qu'assistante à la primature, mais elle m'a toujours défendue. C'est-à-dire qu'au cours des réunions, je me souviens, ma première réunion de cabinet, elle me demandait d'aller la représenter à une activité. Et il y a quelqu'un dans l'assistance qui a répondu devant tout le monde. Elle est compétente et elle va aller à la réunion, elle va me représenter et ça va très bien se passer. Tu vois? Donc, c'est ce genre de paroles qui te font dire waouh, la personne a confiance, en fait. Oui, voilà. carrément. La personne a confiance. Et ça, c'est très intéressant, c'est très important. Tu le gardes, quoi. Après, même quand les choses sont difficiles ou se compliquent, c'est des phrases qui te restent et puis qui te donnent la force de continuer. Là, on parle d'évolution, d'ambition, parce qu'on était en train de dire qu'il ne faudrait pas que la carrière s'arrête maintenant, il faut qu'elle continue. Mais non. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que tu veux aller chercher plus loin? Ouais. Ouf, alors je ne sais pas. Je pense que ça se décide plus au gré des opportunités. C'est-à-dire que je vais... Bon, c'est vrai que l'argent, ça vient, mais je veux dire que je ne reste pas dans une position pour dire je vais chercher mieux ailleurs. En fait, en général, pour la plupart du temps, ce sont des opportunités qui m'ont trouvé. Et c'est face à l'opportunité que je me dis, ouais, ce serait pas mal. Je réfléchis et puis j'y vais. Voilà. Mais c'est vrai que, écoute, avoir un peu plus d'argent, c'est pas mauvais. Hein. Et je t'ai dit, ma fille est à l'université. Hein. Donc, ça fait pas de mal du tout. Ma première fille est à l'université, donc il faut préparer tout ça. Ouais. Mais c'est vraiment les opportunités. Et puis, après, je me dis, il faut vraiment qu'on contribue, quoi. On peut pas rester là comme ça et puis avoir un passage qui reste sous silence, où tu contribues pas, on se souvient pas de toi. Et puis, si tu veux, moi, depuis que je suis née, j'ai toujours vu mes parents travailler. C'est maintenant qu'ils sont à la retraite. Je les ai toujours vus acharnés, je les ai toujours vu en train de faire plus, de donner plus. Donc, pour moi, on doit faire plus que ce que les parents ont fait pour nous. Donc, on doit aller plus loin qu'eux et puis les rendre plus fiers. Donc, ça aussi, ça fait partie des motivations. Franchement, je ne dirais pas le contraire. À ta position aujourd'hui, le nombre de femmes, comment il se présente? Oui, en comité de direction. Alors, on a une femme qui est DGA déjà. On a une femme qui est DGA. Le directeur, on est 3 femmes directeurs. Bon, 4, on va dire 4 femmes directeurs. D'accord. Et puis, une femme conseillère. Mais on est 20 au comité de direction. Donc, tu vois, c'est pas suffisant. Non, du tout. C'est pas suffisant, mais ça s'explique parce que on est aussi dans une fonction qui est très spécifique, très technique. Oui. Et bon, comme tu le sais, des femmes dans les métiers de technique, ça vient petit à petit. Oui. Voilà. Donc, je veux dire, par exemple, à la météo, bon, c'est un homme qui est directeur de la météo, c'est un de nos cœurs de métier. Sur tout ce qui est navigation, même sur nos aéroports, on a très peu de femmes. Donc, forcément, au comité de direction, c'est un homme pour l'instant. Mais on a quand même sur un de nos cœurs de métier, qui est la médecine aéroportuaire et aéronautique, une directrice du centre médical, qui est, si je me souviens bien, la seule responsable médicale du expertise aéronautique. D'accord. C'est-à-dire que c'est elle qui attribue les autorisations après examen médical pour tous les personnels navigants et les pilotes, en fait, pour les compagnies. Voilà, et pour les pilotes, etc. Donc ça aussi, c'est quand même une grosse fierté pour nous. Aujourd'hui, à ta fille, en tout cas, ou à tes soeurs, à tes cousines. À mes filles. À tes filles. Comment tu les motives? La situation de l'emploi peut être difficile ou est difficile, il ne faut pas qu'on se le cache. La situation de la femme ou de la fille
encore plus difficile, et où il y a la pression de la société. À un certain âge, il faudrait avoir un emploi, il faudrait se marier. En tout cas, il y a tellement de pression. Comment toi, tu arrives à le faire? Qu'est-ce que tu leur dis? Ah, bon, c'est l'exigence. C'est l'exigence, la communication et puis les encouragements. Voilà, c'est ça. Et surtout, les interpeller souvent sur leurs responsabilités. Je te donne un exemple. Il y a ma fille qui me dit l'année dernière qu'elle veut jouer au basket. Je lui dis, Oui. OK, c'est très bien. Pourquoi? Bon, parce que ses copines y vont, tout ça. Je dis, ouais, c'est très bien, mais pourquoi encore? Elle me dit, elle sait pas. Je dis, bon, écoute, personne ne t'a poussé à aller jouer au basket, en fait. Si tu veux y aller, tu vas y aller tous les jours. C'est-à-dire que tu n'iras pas 2 jours après dire, non, je suis fatigué, ça m'ennuie. Donc, tu réfléchis. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, on passe un contrat, tu iras jusqu'au championnat, si ton club va en championnat. Sinon, c'est pas la peine. Elle m'a dit, OK. Ben là, ça fait 2 ans que je joue au basket, quoi. Tu vois? Voilà. Pour la première aussi, c'est ça. Elle m'a dit qu'elle veut faire de l'architecture. Je lui ai dit, ben, personne ne t'a poussé à faire de l'architecture. C'est ce que tu veux faire, oui. Nous, on va te donner les moyens de réussir. Mais tu as une obligation, c'est de le faire et de le faire bien jusqu'au bout. Parce que c'est ton choix. Voilà. Moi, même si c'est pas ce que je veux pour toi, moi, je t'accompagnerai, je t'encouragerai. Mais les exigences sont telles qu'à la fin, tu dois réussir. Et tu dois bien réussir. Voilà. Donc, c'est ce genre de conversation qu'on a. On s'encourage mutuellement, je les pousse, je m'intéresse à ce qu'elles font. Et puis, ben, voilà. Pour l'instant, en tout cas, ça marche. Et pour parler de motivation des femmes en général, je veux dire hors de ton cercle familial, parce qu'on parle beaucoup d'empowerment Mhm, féminin. Est-ce que tu mhm, penses que mhm. cet empowerment-là, il peut être général ou il doit être, je veux dire, adapté à la vie de la femme africaine? Qu'est-ce que toi, tu en penses? Comment tu le verrais? Est-ce que tu as des initiatives sur le sujet? Ouais, je suis d'accord qu'il faut que ça s'adapte à l'environnement parce que, par exemple, moi, je ne t'envie pas. Je n'envie pas la vie que tu as en France parce que je sais qu'elle est difficile avec l'enfant, avec les transports et tout. C'est sûr. Franchement, chapeau, quoi. Voilà. Moi, pour la petite histoire, après le bac, je devais faire une année de droit en France, mais bon, après 3, 4 mois, déjà, je me suis rendu compte que je ne voulais pas faire du droit plus le changement climatique et tout ce que tu veux. Franchement, je suis revenu à Abidjan. C'est Pour te mieux que les dire manques. que, voilà, le soleil, c'est mieux, rester en famille, tu vois, avoir ces petites chills là, ces petits moments tranquilles, ça, c'est particulier. Pour moi, ça a beaucoup de prix, ça a beaucoup de valeur. Du coup, effectivement, l'empowerment féminin doit s'adapter à ces conditions-là, tu vois. Tu vas être dans un environnement où tu as des collaborateurs qui sont en N-1, mais Oui. parce qu'ils sont machos ou bien parce que leurs femmes leur obéissent au quart de tour, le fait que je leur donne des instructions, ça passe pas. Voilà. Donc, tu as beau faire ta directrice et tout. Bon, le mec, il s'en fout, quoi. C'est Voilà, ça. parce qu'il ne comprend pas que tu sois le chef. Parce que lui, chez lui, ben, sa femme, elle a la cuisine et puis elle a ses petits soins. Tu vois, à la limite, même s'il n'a pas envie de te demander d'aller lui faire un café. Donc, l'empowerment ici doit être forcément différent. Voilà, s'adapter à nos réalités africaines et puis surtout pouvoir concilier les deux vies. Je me souviens qu'une fois, j'avais participé à une activité où les gens étaient heureux de saluer Madame Akaangui, paix à Oui. son âme aujourd'hui. Et les gens me disaient que même quand elle était ministre de la condition féminine, elle, elle servait son mari tous les soirs, tu vois. Peut-être que Oui. pour nous, ça ne représente rien, mais pour des hommes à l'époque, ça avait beaucoup de valeur de voir que Madame le ministre arrivait à rentrer à l'heure pour dîner avec son mari et qu'elle était dans la cuisine, même si elle ne faisait pas, mais à le Oui. servir et à partager le dîner avec lui. Oui. Tu vois, mais ça ne l'a jamais affaibli en fait dans son empowerment. Ça ne l'a jamais démontré comme une femme qui n'avait pas de valeur. La preuve, je pense que c'était, je crois, hein, si je me souviens encore, que c'était la première femme pharmacienne, voilà, de Côte Oui. d'Ivoire. Et elle a été une grande militante politique, mère pendant plus de 30 ans et tout. Mais tu vois, ce petit côté-là, ça faisait toujours plaisir aux gens de savoir que malgré la toute puissante qu'elle était, elle était toujours au petit soin pour son mari. Tu vois, forcément, ça t'impose de réinventer tous tes modèles de commandement, C'est ça. d'épanouissement de la femme, d'autonomisation et tout, que aux yeux de la société qu'on a, c'est des choses qui doivent être... Voilà. Ça serait une société où, bon, tu as réussi tout ça, mais bon, quand tu n'es pas marié, bon, c'est un peu bizarre, quoi. Bon, C'est ça. cette dame-là, elle a un problème, c'est parce qu'elle est trop méchante et tout. Donc, il y a toutes ces choses-là dont il faut Oui, pouvoir tenir plein pour d'a priori sur... partager quelque chose et puis dire que truc. Et toi, aujourd'hui, est-ce que tu as des astuces dans l'organisation de ta vie, donc de ta vie personnelle, de ta vie professionnelle? Parce que maman de 3 enfants, en plus du travail
que tu as tous les jours et d'autres activités que je suppose que tu as à mener. Est-ce que tu as des astuces? Moi, je les appelle des astuces. Ça peut être, je sais pas moi, un livre, une appli, une méthode de travail, une Ouais, bien sûr. Alors, ça va pas faire plaisir à beaucoup de femmes, mais moi, je délègue. C'est bien que chez moi, je rentre pas dans les menus, quoi. C'est dire, comme on dit, le truc de tanti, au moins, je crois ce soir. Non, non. Vraiment, je me suis en griffe délivrée de ça depuis très longtemps. J'ai la chance d'avoir un super personnel. C'est vraiment comme des sœurs aujourd'hui. Oui, Et dès le début, je leur ai dit, bon, voilà ce qu'on mange, voilà ce qu'on mange pas. voilà. Pour le D'accord. reste, vous gérez. Franchement, moi, je fais les courses. Chacun son boulot, quoi. Moi, je D'accord. vais au boulot, vous gérez le boulot d'ici. D'accord. Mais par rapport aux enfants, c'est vraiment le soir de faire le mieux pour parler un peu avec eux le soir. D'accord. Débriefer un peu sur la journée, comment ça s'est passé. Le matin, quand je peux, je les emmène à l'école. Bon, avec la plus grande qui vit pas en Côte d'Ivoire, bon, on se fait des petits WhatsApp et tout. Oui. Je pense qu'à la maison, c'est vraiment délégué. Délégué, D'accord. mais supervisé aussi. Voilà. Ok. Supervisé. Au boulot, c'est rester focus. Vraiment, c'est rester focus. J'ai des journées où, par exemple, le matin, en venant, je me dis, bon, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand ça ne concerne pas le boulot, souvent, je m'en souviens qu'à 18h quand je rentre à la maison. D'accord. Parce que quand j'arrive au boulot, c'est le boulot en priorité. Et Ok. puis, malheureusement, les week-ends, c'est la famille. Oui. Et bon, je ne suis pas très dans les mondanités. J'arrive pas, en fait. Souvent, on me dit qu'il faut aller dans des mariages, dans des baptêmes et tout. Bon, souvent, je le dis un peu, je le dis moins fort, mais bon. Je préfère souvent le confort du Après, on n'est pas canapé tous faits du même moule, hein. Il y a des à personnes qui toutes ces trouvent leur rythme comme mondanités-là. ça, en fait. Donc, je te comprends tout à fait. Il y a des personnes C'est ça, c'est ça. qui vont peut-être venir à juste un événement pour faire plaisir, mais Ouais. genre 10 minutes, 15 minutes pour que tu saches que je suis de tout cœur avec toi. Mais après, là, aujourd'hui, pour moi, parce que là, je me mets dans Mhm, la peau directe, pour moi, une jeune dame mhm, qui veut devenir directrice ou qui doit devenir directrice, oui, mhm, qui veut vraiment aller loin, qui appréhende mhm. ce niveau-là de responsabilité, d'implication, tu peux me donner quoi comme conseil? C'est fonce. Je pense que ton émission, tes podcasts, c'est fonceuse. Donc, la première chose, c'est de foncer. De foncer, de se dire que d'abord, c'est possible. D'accord? Après, quand on est convaincu que c'est possible, on cherche à savoir. On cherche à savoir qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce qu'on pourrait attendre de moi, qu'est-ce que je devrais faire, quelles devraient être mes forces, quels devraient être mes atouts, de quoi est-ce que je devrais me préserver, quels sont les risques en fait. C'est-à-dire que, bon, vous voulez être directrice commerciale, je fouille dans mon répertoire, j'ai un, deux potes ou une, deux amis qui sont directrices commerciales, ben, ah oui, ça va, t'es dispo, on peut déjeuner, en fait, mais c'est quoi ton boulot, en fait, concrètement? Mais c'est quoi tes difficultés? C'est quoi ton truc? Tu vois? Prends deux, trois avis, il y en aura qui te diront, non, tu sais, c'est pas bien, c'est barbant, il y en a qui te diront, non, mais c'est bien, vas-y, et tu décides. Et aujourd'hui, Internet, c'est une mine d'or. Vraiment, moi, c'est mon meilleur compagnon, en fait. Donc, c'est toujours aller chercher et on est persuadé que on peut pas, aujourd'hui, on peut pas inventer la roue, en fait. Ça Oui, existe déjà. oui, Donc, pour ce que tu as à faire aujourd'hui, il y a quelqu'un qui l'a forcément fait et qui tout l'a à fait. dit quelque part. Donc, il faut aller chercher et puis s'en inspirer et puis après le mettre à sa À sauce. exécution, c'est ça. Une chose est sûre, ça ne sera pas facile. Voilà, ça ne sera pas facile, mais il faut le faire. Si d'autres l'ont fait, ben voilà, on peut le faire aussi et on peut le faire mieux. Ça, c'est ça la différence parce qu'il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait, mais toi, tu le feras mieux. Et ça, je pense que ça passe d'abord par la confiance en soi et la confiance qu'on a quand on se dit oui, je suis capable de le faire. On ne me l'a pas demandé parce que c'est une erreur, non, mais je suis capable de le faire en fait. Tu vois, mais ça, Ouais. ça arrive quand tu arrives à te tisser d'excellentes relations. Oui, Voilà, mais quand tu parles à personne, tu boudes tout le monde. Bon, après, quand c'est compliqué, tu ne sais pas vers qui te tourner. C'est ça. Mais la vie est surprenante et il faut oser. Je vais revenir sur un épisode, pardon. Je t'avais dit que je voulais présenter le concours de l'ENA. Je ne l'ai pas oui, fait. oui. Et pendant que j'étais assistante, mon patron reçoit une demande pour accueillir un stagiaire qui venait de finir sa formation à l'ENA en tant que, comment on appelle ça, administration territoriale, donc préfet. D'accord, Et ok. quand il arrive, le patron me dit, bon, écoute, on reçoit un stagiaire, il faut que tu t'occupes de lui. Je dis, mais boss, le mec, il est préfet. Qu'est-ce Il qu'il a fait dit? l'ENA, qu'est-ce que je peux Toi lui de lui. apprendre? Mais voilà. Mais j'ai eu la chance aujourd'hui, c'est un super grand frère qui a été tellement gentil avec moi, mais il disait donc que j'étais sa tutrice. Je dis non, moi je ne peux pas être ta tutrice. Il dit, hey, tu es ma tutrice. Donc, il se laissait faire, tu vois, il Oui, a accepté qu'on l'installe à côté de moi. Quand il avait besoin de quelque chose, il venait me demander comment on fait ça, etc., tu vois. Mais pour l'humilité, moi, hein. qui voulait faire l'ENA, mais Oui, c'est quelqu'un qui a fait l'ENA, tu vois, qui venait aujourd'hui
griffe sur ma coupe, je ne verrai pas responsabilité sur ma coupe. Mais aujourd'hui, c'est un grand frère qui a un très bon niveau, mais il n'arrête pas de me dire merci. Je dis, mais grand frère, tu peux pas me dire merci. Il me dit, si, j'aurais pu tomber sur quelqu'un d'autre et ça aurait été différent. Oui. Donc, la vie est comme ça. On veut arriver à un tel niveau, mais souvent, je pense que Dieu veut te dire, tu es un peu trop pressé, vas-y, calme-toi. Parce que je pense que si j'avais eu j'avais présenté le concours de l'ENA, je l'aurais eu. J'aurais été administrateur, je ne sais pas quoi, là, à 24 ans. Bon, tu vois que ça fait un peu bizarre, quoi. Mais chaque chose en son temps, en fait. Oui. Voilà. Mais quand l'opportunité vient, il faut pas la refuser. Et il faut qu'on ait cette solidarité féminine. Moi, je suis ouverte. Hein. J'ai plein de gens qui m'appellent. Ouais, tu sais, on me propose un truc. Qu'est-ce que tu en penses? Je donne mon avis. On discute. S'il faut qu'on reste, qu'on t'accompagne, on le fait. Si tu peux y aller seul, tant mieux. Mais il faut qu'on reste soudés, quoi, pour se soutenir et puis aller de l'avant. Donc, je pense que ça, c'est important. Mais pour me résumer, la première chose qui me vient en tête, c'est fonce. Ou bien demander à la personne, mais pourquoi tu penses que tu ne peux pas y arriver? Après, on débriefe et puis on trouve la bonne réponse, quoi. Là, je suis armée. Là. Ben oui, avec plaisir. Et puis, on va plus sur l'innovation. Merci. Mais déjà, merci. Merci d'avoir pris de ton temps pour me répondre. Non, je t'en prie. C'est vraiment gentil. Ça fait du bien. C'est avec plaisir. D'autres personnes vont l'écouter et vont comprendre qu'à la fin de la journée, ce n'est pas des gens avec des super pouvoirs qui sont à certains postes qu'on vise ou à certains niveaux. C'est juste des personnes qui ont changé la façon de réfléchir, qui ont changé leur façon de voir les choses et qui ont décidé d'y aller, quoi. Donc, merci de m'aider à véhiculer ce message. On espère que ça va changer. Ça me ferait plaisir de te rencontrer en tant que je t'attends, hein. Je croise les doigts pour ça. Non. Le jour où je te rencontre, tu es PCA. Inch'Allah, comme on dit chez moi, il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Merci d'avoir écouté les fonceuses, parce qu'il est temps que nous soyons toutes des fonceuses. À bientôt pour le prochain épisode.